Depuis 12 ans, TVL fait figure d'exemple face à des médias du système toujours plus soumis aux élites financiarisées. À chaque occasion, TVL a montré son indépendance totale, mais aussi sa capacité à lire le monde et à se projeter. Le récent rapport du Congrès américain montre que durant la crise sanitaire, nous avions raison depuis le début. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous étions censurés. Avec la guerre en Ukraine, nous avons refusé les visions manichéennes. TVL a dévoilé les plans meurtriers des néoconservateurs atlantistes, mais aussi de ces firmes américaines, BlackRock, Vanguard, JP Morgan, McKinsey et bien d'autres, qui agissent en véritables prédateurs avec cette Ukraine rongée par la corruption au sommet de l'État. Ces chiens de guerre n'en ont jamais assez. Ces derniers jours, ils ont applaudi l'arrivée de terroristes islamistes au pouvoir en Syrie. À TVL, nous sommes constants et cohérents. Nous refusons la facilité et le prêt-à-penser pour vous offrir les clés de compréhension d'un monde complexe où les mécanismes de pouvoir cherchent toujours à vous abrutir pour vous asservir. TVL, c'est votre dose de vérité, votre cocktail vitaminé pour renforcer votre libre arbitre. Mais cette libération ne peut vivre sans vous. Votre soutien est essentiel. Nous avons besoin de vos dons pour continuer notre mission. Alors dès à présent, aidez TVL à votre mesure. Chaque geste compte. En donnant à TV Liberté, vous façonnez un journalisme libre, votre consentement éclairé et vous vous offrez la liberté de penser. Alors, je compte sur vous. Mercredi, retrouvez-moi dans Bistro Liberté, le grand débat libre et non conformiste. Bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. La République arabe syrienne de Bachar el-Assad s'est effondrée comme un château de cartes. Et je reçois ce soir un homme qui, il y a 10 jours, me confiait que le pouvoir syrien menaçait de s'effondrer en moins de 2 semaines. Vous l'aurez compris, notre invité ce soir connaît bien, très bien, la situation syrienne. Benjamin Blanchard, bonsoir. Bonsoir Edouard Chano. Et merci de votre présence, d'avoir répondu présent à pour votre invitation de Choc du Monde. Benjamin Blanchard, vous êtes donc directeur, cofondateur de l'ONG chrétien SOS Chrétien d'Orient, présente en Syrie depuis Noël 2013. Alors Benjamin Blanchard, d'abord, rassurez-nous, tous vos volontaires sont-ils en sécurité? Et puis comment, chez SOS, avez-vous vécu ces 2 dernières semaines, disons, dramatiques? Alors oui, tout le monde va bien chez SOS Chrétien d'Orient. Les volontaires internationaux, donc français, qui étaient 5 ou 6 en Syrie à ce moment-là, on les a tout de suite enlevés d'abord d'Alep puis de Damas et on les a envoyés au Liban parce qu'en fait nous avons tout de suite compris que c'était terminé et qu'il y avait à avoir des troubles puisqu'une révolution ne se fait jamais sans, il y a toujours un moment d'incertitude, donc il faut toujours envisager le pire. Et les équipes syriennes qui pouvaient pas sortir de Syrie, en tout cas on en avait ceux d'Alep, on les avait invités à venir à Damas parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait tourner à Alep et donc ils ont vécu tous les événements tous ensemble avec leurs familles. Donc dans nos bureaux il y avait plus de 40 personnes, même ceux de Damas, certains sont venus habiter à la maison parce qu'ils se sentaient plus rassurés que chez eux dans des quartiers qui auraient pu être des quartiers populaires où ils avaient peur que ça chauffe un peu, etc. Et ils ont vécu ça tous ensemble et là maintenant chacun est rentré chez soi et même les Alepins ont pris la route ce matin, ils sont arrivés à Alep sans encombre, la route était parfaitement dégagée et ils sont bien contents de rentrer chez eux et en fait ils avaient tous leurs amis, leur famille qui étaient à Alep qui leur disaient non mais vous pouvez venir. Et en fait il ne s'est absolument rien passé, c'est ça qui est la République arabe syrienne s'est effondrée pratiquement sans un coup de feu. J'exagère un peu, mais par exemple pour Damas il n'y a eu aucun combat. Les gens sont descendus dans la rue, ont renversé les statues et le pouvoir s'est évaporé. Vous êtes relativement optimiste si je résume bien la situation. Non, je dirais pas que je suis optimiste. Bien sûr, je suis inquiet.
mais en même temps, il y a un espoir. Et en fait, c'est ce que me disent tous les Syriens, notamment les chrétiens. C'est évidemment, il y a une grande inquiétude quand on voit le parcours de Monsieur Jolani, quand on voit comment HTS a géré la poche d'Idlib pendant ces 10 dernières années, avec, on pourra y revenir, une évolution ces derniers mois dans la gestion de la poche d'Idlib. Mais évidemment, il y a une grande inquiétude. Mais dans tous les cas, ça peut pas être pire que ce qu'il y avait avant parce que ces dernières années et surtout ces derniers mois, les gens avaient perdu tout espoir. Et en fait, c'était ça le problème, c'est qu'il n'y avait plus aucun espoir. La seule solution envisagée, c'était de quitter le pays. Et donc là, on se dit, bon, ok, on est très inquiet, peut-être qu'on va avoir le pire, mais au moins, il y a un mince espoir que les choses s'améliorent, que la guerre se termine, puisque c'est cette guerre interminable qui dure depuis 14 ans, et puis également que les sanctions soient levées, que l'économie redémarre enfin, parce que là, on était arrivé à un point, les salaires étaient autour de 10, 20 dollars par mois, etc., alors que les prix n'étaient pas du tout adaptés. Donc, plus personne, la classe moyenne était devenue pauvre, et la plupart de la population ne vivait que de la charité, en fait. Vous dites de retour de l'espoir, parce que désespoir face à la déliquescence du pouvoir syrien ? Oui, exactement. C'est vraiment le mot, déliquescence. J'y étais il y a un peu plus d'un mois et j'étais revenu complètement effondré par la situation du pays. En fait, plus personne n'y croyait. C'était le vide, en fait. C'est ça. Il y a un riche Alépin, Fares Chehabi, qui était tout à fait soutien du gouvernement, qui quelques jours avant la chute avait mis sur ses réseaux sociaux. En fait, le problème, c'est que nous n'avons plus rien à proposer à part le vide. Et c'était exactement ça qui caractérise les dernières années du pouvoir de Bachar el-Assad. Plus rien à proposer, si ce n'est le vide. Alors nous reviendrons bien sûr sur l'action de SOS, mais je vous propose, Benjamin Blanchard, de reprendre le cours des événements pour que tout soit clair et surtout des dernières grandes déclarations internationales autour de la Syrie. La fin d'une ère sombre et le début d'une ère nouvelle a lancé Abu Mohammed al-Jolani à la mosquée des Omeyyades de Damas. Le djihadiste, nouvel homme fort de Syrie, a combattu depuis 20 ans avec Al-Qaïda, l'État islamique, le front Al-Nosra. L'état de barbarie est tombé enfin, a déclaré Macron sur Twitter le 8 décembre. François Hollande a salué la fin du pire des régimes et jugé encourageantes les premières déclarations du principal dirigeant. Bachar el-Assad avait disparu des écrans radars avant que la diplomatie russe n'indique que le 9 décembre, il était arrivé à Moscou avec sa famille. La Russie ne trahit pas ses amis dans des situations difficiles, c'est la différence entre la Russie et les États-Unis, a-t-elle fait savoir. La Syrie est un bordel, mais elle n'est pas notre amie, ce n'est pas notre combat, a quant à lui affirmé Donald Trump. Et de conclure, laissons la situation se développer, ne nous en mêlons pas. Benjamin Blanchard, j'ai envie de vous demander quelle est la portée en fait de ce changement de régime, parce que telle est l'expression consacrée, d'abord pour ses alliés, la Russie trop occupée en Ukraine, visiblement, l'Iran et le Hezbollah visiblement aussi trop affaiblis. En résumé, Assad était trop faible pour être sauvé, semble-t-il, n'est-ce pas ? Oui, c'est exactement ça. Alors, je pense qu'on assiste quand même à un affaiblissement très important de ceux qui s'appelaient eux-mêmes l'axe de la résistance, donc l'arc chiite, en tout cas l'Iran et ses alliés, entre le Hezbollah qui ressort très affaibli du conflit avec Israël et qui même est très affaibli politiquement au Liban, et puis maintenant l'Iran qui en fait ne peut plus ravitailler le Hezbollah, en tout cas par la route, qui perd un allié qui avait nécessité quand même de gros sacrifices. L'Iran a fait de gros sacrifices pour maintenir la Syrie de Bachar el-Assad. Là, je pense qu'ils sont inquiets. J'ai vu que cette semaine, il y avait eu plusieurs libérations de prisonniers en Iran pour des questions politiques ou de droits des femmes, etc. Et il y en a plusieurs qui ont été libérés pour motifs humanitaires. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas en situation de grand confort, pas très sereins, parce que évidemment après la Syrie, tous les regards se tournent vers l'Iran, et surtout souvenons-nous du discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonçant le cessez-le-feu avec le Liban, avec le Hezbollah, et il avait parlé de la Syrie en disant que Bachar el-Assad avait joué un jeu dangereux et que il allait payer. Le soir même, un de ses généraux annonçait que la Syrie pouvait devenir une cible directe d'ailleurs, et puis il a dit maintenant tous nos efforts vont se concentrer sur l'Iran.
Donc on voit bien que il y a un danger, et notamment après, peut-être avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à partir de fin janvier, puisqu'il n'a pas caché ses intentions de mettre au pas la République islamique d'Iran. Donc c'est une victoire pour Israël, qui a donc coupé, comme vous le dites, le Hezbollah de son soutien syrien. François Hollande, nous l'avons entendu, a aussi déclaré que c'était une opportunité pour la stabilité du Liban. Vous y croyez ? Je ne sais pas si c'est une opportunité pour la stabilité du Liban. Je ne suis pas sûr que la Syrie, dans l'état où elle était, menaçait la stabilité. Mais c'est sûr qu'il y a des grandes opportunités pour le Liban, notamment avec les réfugiés, les presque 2 millions de réfugiés syriens. Il y en a peut-être 300 000 qui sont partis pendant les bombardements israéliens sur le Liban. Et bon, ils étaient allés dans la direction d'Idlib, la poche qui était aux mains d'HTS, d'ailleurs Tahrir al-Sham. Mais c'est sûr qu'on sent maintenant un désir de retour de la part de ces réfugiés, de quitter leur camp, de revenir dans leur village, de reconstruire. Donc ça, c'est une opportunité parce que la présence de ces 2 millions de réfugiés faisait peser un poids considérable, un danger considérable sur le Liban, et c'était un grand leitmotiv d'une partie des dirigeants libanais que le retour de ces réfugiés syriens. Je pense notamment au général Aoun, l'ancien président, et au chef de son parti, le ministre Gebran Bassil. Il y avait vraiment une grande préoccupation quant au sort de ces réfugiés. Maintenant, plus rien ne s'oppose à leur retour, puisque ce que les États-Unis disaient, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer tant que Bachar el-Assad est là. Il y a même interdiction de les laisser repartir. Maintenant, il n'y a plus cette excuse. Alors par contre, si ces réfugiés reviennent en Syrie, il va falloir que la Syrie puisse se reconstruire. Et pour ça, il y a une condition, c'est que les sanctions soient levées. Et c'est vrai que j'espère, quand je lis toutes les déclarations, etc., qu'on ne va pas prendre le prétexte que le nouveau régime est proche d'HTS, djihadistes, etc., pour ne pas lever les sanctions. Alors ça serait une pure folie de ne pas les lever, parce que si on ne lève pas ces sanctions, ça veut dire que, d'une part, les réfugiés ne vont pas pouvoir rentrer, que ceux qui sont rentrés vont être dans une misère terrible et le pays va encore plus plonger. Et donc, c'est-à-dire qu'on va provoquer encore une vague d'émigration catastrophique. Et actuellement, il y a entre 20 et 24 millions d'habitants en Syrie. Et puis, les 6-7 millions qui sont autour, de réfugiés qui sont autour, on imagine bien que c'est une menace énorme qui pèse sur les pays voisins, principalement la Turquie, et évidemment sur l'Europe. Donc, pour l'instant, le scénario de la crise migratoire reste suspendu à cette variable économique que sont les sanctions américaines. Alors, il y a bien sûr les sanctions, et puis il y a également En fait, y a-t-il encore des candidats au départ ? Parce que ça fait 13 ans que le conflit dure, on a le sentiment que ceux qui pouvaient partir sont déjà partis. Ah non, tout le monde veut partir. Moi, quand j'y étais il y a un mois, je n'ai pas croisé une personne, même des gens bossant pour des ONG, donc qui ont des salaires confortables, etc. Je n'ai pas croisé une personne qui ne me dise pas « je veux partir ». Ça n'existe plus. Là, c'est un peu en train de changer. Comme il y a ce petit espoir que peut-être les choses puissent s'améliorer, je vois des gens qui me disent « bon, je vais encore réessayer ». Je vais essayer, on va essayer, voir ce que ça donne, si les choses s'améliorent, etc. Mais donc il y a un risque, si les sanctions ne sont pas levées, alors oui, la situation va continuer d'empirer économique et les gens vont continuer à partir et encore plus. Et puis il y a un deuxième risque, c'est évidemment que l'instauration d'un califat islamique, où là, ça serait à mon avis une catastrophe pour la Syrie et donc pour les pays voisins et pour l'Union européenne. Et pour les chrétiens auprès duquel vous interviewez. Bon, on a vu Al-Joulani, il a ôté son turban, il se fait maintenant appeler Ahmed Hussein al-Shara. Mais faut-il craindre donc des exactions, un régime islamiste, quand vous dites, dans le JDD du 7 décembre, votre chef de mission, Wael Kassoua, soulignait que les chrétiens étaient pris au piège à Alep ? Oui, c'est l'impression que nous avons eue, puisque Alep est tombé très rapidement aux mains de ces groupes, et en fait ces groupes ils étaient connus pour gérer Idlib, et honnêtement la province d'Idlib ça ne faisait pas rêver. Il y avait alors il n'y a pas eu de massacre de chrétiens à Idlib, mais pour les villages chrétiens d'Idlib c'était une sorte de vie sous pression continuelle avec pas mal d'interdictions. Alors moi je n'y suis jamais rendu, donc je peux pas vous donner plein de détails parce que simplement je ne les connais pas. On m'a donné plein d'exemples, mais je n'ai pas tout retenu, mais c'était pas facile. Et quand j'y étais le mois dernier, j'ai rencontré des responsables chrétiens et l'un d'entre eux avait vécu là-bas. Et il me disait, mais ces derniers mois, je ne sais pas pourquoi, ça a changé. Ils sont devenus beaucoup plus libéraux. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire, qu'on pouvait de nouveau faire. Et donc les gens commençaient à revenir. Des chrétiens qui commençaient à se réinstaller à Idlib. Et on nous avait même demandé de financer la reconstruction de maisons. Attendez, comment expliquez-vous cela ? Est-ce des pressions extérieures ?
Peut-être déjà que c'est quelqu'un qui est assez politique et qui prévoyait l'offensive qu'ils ont menée un mois plus tard. Donc peut-être que ces gens-là préparaient la prise de pouvoir en Syrie. Je ne sais pas, mais en tout cas, la concomitance des dates est assez frappante. Et on doit dire que maintenant, depuis 10 jours à Alep, moi, tous les contacts que j'ai à Alep, tous les amis me disent, bon, écoutez, pour l'instant, il y a eu 2 jours où c'était un peu le chaos, c'est normal, c'est un nouveau système qui s'installe, un nouveau régime. Mais maintenant, ils me disent, tout va bien, rien ne change. Rien n'a changé. Je ne dis pas que ça va durer, je ne dis pas que ça va être comme ça, je l'espère, mais je n'en mettrai pas ma main à couper, loin de là. Mais pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et le pire n'étant jamais certain, je ne vais pas crier au loup avant que le loup ne soit là. En parlant de loup, 35 000, selon certains chiffres, 35 000 prisonniers ont été libérés, donc des geôles syriennes. Y a-t-il une menace sécuritaire particulièrement prononcée, encore une fois, par exemple pour les chrétiens ? Alors, dans les prisons syriennes, il y avait bien sûr des voyous, comme dans toutes les prisons. Donc ça, c'est bien sûr inquiétant que les prisonniers, les voyous aient été libérés. Il y avait des djihadistes, des gens qui avaient été à Daesh, etc. Donc bien sûr, c'est inquiétant qu'ils soient libérés. Il y avait aussi des prisonniers politiques qui étaient là depuis très longtemps, qui sont libérés. Là, les pauvres, heureusement qu'ils sont enfin libres et eux, je crois pas qu'ils fassent craindre grand-chose, mais en fait, cet aspect des prisonniers met en lumière quelque chose que je rappelais dans un débat chez vos confrères il y a quelques mois sur le sort des Français qui étaient partis combattre avec Daesh. Et il est de bon ton, notamment à droite, de dire non, il faut surtout les laisser en Syrie, en Irak, parce que si on les fait rentrer dans les prisons françaises ne sont pas sûres, ou la justice française étant trop laxiste, ils seront libérés. Oui, c'est sûr, la justice française est trop laxiste, mais le problème, c'est que là-bas, on était sûr d'une chose, c'est que les prisons n'étaient absolument pas sûres. Nous savions que la Syrie était un pays instable, nous savions que le gouvernement syrien était en train de s'affaiblir, etc. Et puis même au nord-est de la Syrie, où il y a les Kurdes du PKK qui tiennent toute une poche, nous savons que c'est pas vraiment un État, c'est un proto-État, c'est assez instable aussi. Ils sont sous la menace constante des Turcs, de l'armée turque qui n'a qu'une chose en tête, c'est en finir avec cette région autonome kurde qui est gérée par leurs grands ennemis du PKK. Et si, évidemment, il y a une guerre entre les Kurdes et la Turquie, on peut être sûr d'une chose, c'est que les djihadistes, notamment français, mais de tous les pays qui sont prisonniers là-haut, notamment dans le camp d'Al-Tol, risquent d'être libérés. Et ça serait une catastrophe. Et ce n'est absolument pas... Il n'y a absolument aucune garantie que ces gens-là restent en prison si on les laisse là-bas. Et peut-être que notre justice n'est pas assez ferme, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les prisons en Syrie, quelle que soit la zone de contrôle, ne sont pas sûres du tout. Quand on écoute les Syriens expatriés en France, en Grande-Bretagne, etc., ils disent que la chute d'Assad est une bonne chose, que les Syriens ne laisseront pas un régime islamiste s'installer, car leur pays est, je cite, un pays divers. Y croyez-vous à cette espèce de capacité du pays à mettre un frein à l'instauration d'un califat ? En tout cas, la Syrie n'est pas l'Afghanistan. C'est vrai que la Syrie est un pays avec une grande variété. Il y a des minorités religieuses. On pense bien sûr aux chrétiens, aux alaouites, aux druzes, aux ismaéliens, aux chiites. Il y a aussi des minorités ethniques avec les Kurdes, les Assyriens, les Arméniens. Et puis, il y a aussi toute une bourgeoisie qui est un peu sécularisée et qui est évidemment, comme la majorité du pays, qui est majoritairement sunnite, mais qui est aussi dans toutes les minorités que j'ai cité. Et cette bourgeoisie, elle ne pourra vivre sous un califat islamique. Donc je pense qu'il y a beaucoup de forces d'inertie qui vont aller contre d'éventuelles tentatives de créer un califat islamique. Puis il y a également les voisins, les parrains. Il a suffisamment été dit les liens de la Turquie
avec ces groupes armés qui ont pris le pouvoir en Syrie, qui sont le nouveau régime syrien. Je n'imagine pas une seconde que la Turquie, qui en plus ne songe qu'à une chose, c'est se débarrasser des 4 millions de Syriens qui sont en Turquie. Je vois pas comment la Turquie pourrait laisser s'installer un califat islamique à ses portes. Ça irait absolument contre tous les intérêts de la Turquie. Et sans parler de la Russie, qui on voit négocier avec la Turquie, ça s'est fait quand même assez en douceur, ce changement de régime. Il n'y a pas vraiment eu de combat, il n'y a pas eu beaucoup de morts, on ne sait pas vraiment, en tout cas il n'y a pas vraiment eu de combat, etc. Et il y a eu, on voit que les ministres turcs, iraniens et russes se sont réunis à Doha ensemble pour en discuter. Il y avait eu pendant les 10 jours qui ont séparé la prise d'Alep et la prise de Damas. Vous dites qu'ils ont laissé faire. Oui, en tout cas, les Russes ont laissé faire, c'est clair. Et maintenant, on dirait qu'il y a des négociations sur le sort des bases de Rmemim, la base aérienne, et la base de Tartus, la base navale. En tout cas, pour l'instant... Visiblement, selon certaines sources, les Russes vont garder ces bases. Oui, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun signe qu'ils seraient en train de partir. Et puis, regardez à Damas. L'ambassade de Russie, elle est toujours là, il n'y a pas eu de pillage, etc. Tout va bien, tout est calme. Et l'ambassade syrienne à Moscou a déjà changé de drapeau et il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, le communiqué russe dit que Bachar el-Assad a démissionné et qu'il a cédé le pouvoir à d'autres. Donc, je vois mal la Russie également laisser s'instaurer un califat islamique, même si, nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, je crois que les positions russes en Syrie ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore un mois. C'est-à-dire ? La Russie était clairement un grand protecteur du régime précédent et avait une très forte influence avec des concessions, notamment économiques, sur le port de Latakia, sur l'exploitation des ressources minérales, etc., même sur la reconstruction des sites archéologiques. Je suis pas sûr qu'ils conservent tous les avantages qu'ils avaient acquis avec le nouveau régime, mais c'est de bonne guerre. Mais alors, quid d'une contagion régionale ? Si les choses semblent apaisées en Syrie, faut-il craindre qu'elles s'étendent ? Par exemple, vous avez évoqué l'Iran, qui pourrait être visé, si l'on en croit les menaces de Netanyahou, mais aussi, bien sûr, l'Irak, qui est relativement fragile. Et je rappelle d'ailleurs que SOS est présente en Irak. Exactement. Alors, je pense que la Syrie n'est pas encore apaisée. N'allons pas trop vite en besogne. Là, la guerre continue à l'heure où nous enregistrons entre l'armée nationale syrienne, qui est en fait l'armée des pro-turcs, c'est un proxy turc dans le nord-ouest, qui est directement là, géré par la Turquie, et les forces kurdes des forces démocratiques syriennes, qui sont liées au PKK. Donc là, il y a des combats actuellement. Je vois que cet après-midi, il y a eu des grosses manifestations dans la ville au bord de l'Euphrate, de la ville au centre de la Syrie, la ville de Deir ez-Zor, qui avait été prise par les forces démocratiques syriennes, donc les forces pro-kurdes, ces derniers jours. Et les habitants se révoltent contre cette présence kurde dans cette zone. Donc, c'est pas stabilisé au nord-ouest. On ne sait pas encore très, très bien quelles vont être les relations entre le nouveau pouvoir à Damas et ces forces kurdes. On ne sait d'ailleurs pas quel va être le nouveau pouvoir à Damas. Pour l'instant, il n'y a pas ce n'est pas encore clair. Et puis également au sud-ouest, il y a le problème avec Israël qui en a profité pour avancer ses troupes, avec notamment toute la province de Quneitra dans laquelle se trouve le plateau du Golan, qui était occupé depuis des décennies et même annexé ces dernières années par Israël. Et bien là, les troupes israéliennes ont avancé. On a vu Benjamin Netanyahou aller sur le mont Hébron, etc., pour marquer cette avancée, et puis des bombardements incessants sur Damas depuis hier, notamment sur toutes les bases militaires, ou sur beaucoup de bases militaires. Notamment, on a vu la volonté d'Israël de détruire de matériel militaire, et notamment le matériel anti-aérien et les radars. On comprend très bien pourquoi, et c'est pas illogique. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est la destruction systématique des quartiers généraux des différents services de renseignement, ainsi que des centres d'interrogation de ces services de renseignement. Je ne comprends pas pourquoi Israël a voulu détruire ces bâtiments, ainsi que la direction, le bâtiment où les gens faisaient leurs papiers d'identité et les passeports à Damas. Ça laisse ouvert la porte à plein d'hypothèses, et y compris les plus complotistes. Mais c'est vrai que c'est eux qui ont fait ces bombardements, et on ne peut que s'interroger sur la raison. Et pour ce qui est donc de la contagion, notamment à l'Irak ? Pour l'instant, je ne vois pas de
de risques. Bon, j'ai vu qu'il y avait une réunion en urgence du cabinet irakien aujourd'hui, puis le Premier ministre irakien devait donner un discours au Parlement cet après-midi. Donc oui, il peut y avoir une contagion. Il peut y avoir aussi une contagion en Irak, un petit peu contre la présence iranienne en Irak. C'est peut-être possible aussi. On voit que Moqtada Sadr, donc le chef d'un des principaux partis chiites irakiens, mais qui est très patriotique, qui plutôt s'oppose et essaye de lutter contre l'influence iranienne, la présence très forte de l'Iran en Irak. Moqtada Sadr a refusé fermement qu'il y ait toute intervention des milices chiites irakiennes en Syrie. Et il dit non, hors de question, on ne se mêle pas. Et peut-être qu'il pourrait essayer d'en profiter pour en tout cas pour affaiblir la présence iranienne en Syrie. Mais c'est sûr que la principale inquiétude, c'est pour le Liban, qui est beaucoup plus petit, bien sûr, que l'Irak et que la Syrie. Et si un califat islamique venait à se mettre en place à Damas, qui, je répète, n'est pas certain du tout pour l'instant, loin de là, et en tout cas, ce ne sont pas les signaux qui nous sont envoyés aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas là demain, ces signaux, mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces signaux. Mais si un califat islamique venait à s'installer à Damas, ce serait évidemment une menace terrible pour le Liban. Mais nous n'en sommes pas là. Mais alors très prosaïquement, SOS, qu'allez-vous faire? Je rappelle d'ailleurs, évidemment, Noël est dans quelques jours. À quoi vous préparez-vous? Alors déjà, pendant la crise, nous n'avons pas arrêté de travailler. Nous avons travaillé différemment. Nos centres culturels, nos bureaux étaient fermés, mais nous avons mis en place des distributions d'urgence pour aider notamment les familles à Alep qui étaient en grande difficulté parce que c'était une période de trouble. Donc forcément, déjà que les revenus étaient faibles, là, ils l'étaient encore plus. Nous allons essayer de reprendre le travail normalement. Et puis nous allons voir comment nous pouvons travailler si les nouvelles autorités nous laissent travailler. Et si elles ne nous laissent pas travailler et qu'elles nous signifient que nous ne sommes pas les bienvenus, eh bien nous cesserons parce que en fait nous comptons travailler comme nous avons toujours travaillé dans tous les pays où nous travaillons, c'est-à-dire respectueux des lois du pays et des autorités du pays. Donc si les autorités nous laissent travailler, très bien, nous travaillerons. Si on ne nous laisse pas travailler, nous en prendrons acte. Et au Liban ? Alors au Liban, pour l'instant, tout va bien, grâce à Dieu. Ça a été bien sûr très difficile pendant les bombardements israéliens pendant plus d'un mois, mais qui sont plus épiodiques. Malgré là, il y a le cessez-le-feu, mais évidemment, il continue. Parfaitement respecté, semble-t-il. Mais quand même, à Beyrouth, c'est moins le cas. Mais donc, on avait un peu réorienté nos activités, là aussi, de l'aide d'urgence, avec notamment des cliniques mobiles pour les déplacés, etc. Maintenant, nous espérons que les déplacés vont pouvoir rentrer petit à petit chez eux. C'est évidemment pas encore le cas, mais nous espérons. Et en tout cas, nous continuons au Liban tous nos projets, notamment nos développements économique pour aider les Libanais à se reconstruire après ces 5 années de crises incessantes, qu'elles soient politiques, explosives avec le port de Beyrouth, sécuritaire, financière, etc. Et politique, bien sûr, avec l'absence de président. Mais tous les amis libanais, tous les dirigeants politiques que j'ai pu rencontrer encore aujourd'hui me disent que l'élection d'un président serait pour bientôt. On parle du 9 janvier. En tout cas, l'optimisme est à son comble quant à l'élection du président, ce qui semblait impossible il y a un mois. On parlait de 3 ans avant qu'un président soit élu. Là, d'un coup, c'est devenu possible. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que tout le monde dit. L'optimisme de retour au Liban, ce sera le mot de la fin. Benjamin Blanchard, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde, le magazine des crises de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode. Merci à tous et bonne soirée.